à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Chronotalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important avec Cédric, alias C7vet sur les réseaux sociaux. On va parler du cancer chez les chiens, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Alors du coup, moi c'est Cédric, comme elle a dit, alias 77vet, donc je suis vétérinaire généraliste et je travaille sur l'île, à l'île Saint-Maurice-Pelvoisin exactement, depuis maintenant 2 ans. Donc j'ai été diplômé de l'école vétérinaire de Nantes il y a 2 ans maintenant et donc j'exerce à Saint-Maurice-Pelvoisin maintenant. Très bien. Alors, aujourd'hui, le sujet, comme je vous ai dit au début, ça va être, on va parler du cancer chez les chiens. On parle beaucoup du cancer chez les humains, comme nous. Le cancer du sein, notamment avec Octobre Rose. Et c'est pour cela qu'on a choisi comme premier épisode. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous définir un peu ce qu'est le cancer chez les chiens ? Alors, avant de parler de cancer, je pense qu'il est important de rappeler qu'avant tout cancer, il y a ce qu'on appelle une tumeur. Une tumeur, en fait, c'est un développement anormal du tissu cellulaire. Donc, en fait, c'est les cellules de notre corps, à un moment, au niveau de la génétique, il va y avoir une mutation qui va se créer. Et en fait, cette mutation, elle va provoquer des modifications de certaines cellules. Et en fait, les cellules qui sont censées fonctionner normalement, elles vont se mettre à fonctionner de manière anormale. Et en fait, petit à petit, on va avoir le développement d'une tumeur. Ensuite, on va voir ce qui est tumeur bénigne ou tumeur maligne, donc soit une tumeur qui n'a pas de gros soucis engendrés suite au développement de cette tumeur. C'est par exemple tout ce qui va être les mélanomes ou les petites tumeurs de la peau qui finissent par pas forcément bouger et rester vraiment qu'au niveau de la peau. Et après, on va avoir aussi des tumeurs malignes. Donc ça va être en fait des tumeurs qui peuvent provoquer des conséquences graves pour la santé. Et donc les tumeurs malignes, c'est ce qu'on appelle des cancers. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des proliférations anormales de cellules qui peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement. Par exemple, pour le cancer du poumon au niveau du système respiratoire. Si on parle du cancer du sein, ça peut également... En fait, c'est des cancers, souvent les cancers au niveau des mamelles qui métastasent très rapidement, et notamment au niveau pulmonaire, on en reviendra plus tard. Ou encore des tumeurs digestives qui vont créer des dysfonctionnements au niveau de la digestion et des troubles chez ces patients. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous dire, chez les chiens, lesquels sont les plus fréquents ? On parle donc de l'octobre rose et en effet les tumeurs mammaires chez le chien ça reste un des cancers les plus importants quand les animaux sont pas stérilisés. C'est un cancer qui est beaucoup moins fréquent quand les animaux sont stérilisés. En autre type de cancer, on va avoir tout ce qui va être cancer du tube digestif, c'est-à-dire des anomalies par exemple de la digestion. Si je veux mettre des noms compliqués, ce qu'on appelle des carcinomes. On peut avoir des lymphomes, ça c'est des tumeurs de tissus, des tissus de la lignée des globules blancs par exemple. Donc voilà, on peut avoir plein de types du cancer différents. Ok, très bien. Et est-ce que on peut comparer un cancer chez le chien à un cancer chez l'humain ? Et on peut même généraliser à tous les animaux. Un cancer, de manière générale, c'est pareil à tous les animaux. En tout cas, pour les mammifères, pour le coup. Que ce soit un chien, un chat ou un humain, le développement en fait, se fait de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une mutation au niveau génétique qui va ensuite créer des anomalies au niveau du tissu qui est touché. Okay. Donc c'est pareil pour tout le monde. Pardon. T'inquiète. Et les facteurs génétiques dont tu parles, c'est lesquels qui sont les plus fréquents ? Alors en fait il y a plusieurs causes. Il va y avoir tout ce qui est cause intrinsèque. En fait notre corps de manière naturelle, nos cellules elles se remultiplient, c'est pour ça qu'on a de la peau qui part, qu'on a des cheveux qui tombent. C'est-à-dire que de manière perpétuelle l'organisme va refabriquer des cellules avec des étapes qu'on voit quand on est au collège, ce qui s'appelle la mitose notamment, où en fait on a une cellule mère qui va ensuite devenir 2 cellules filles. Et de manière perpétuelle, comme je disais, on va avoir des mutations au niveau de cet ADN qui, dans la majorité des cas, est corrigé de manière naturelle par l'organisme. En fait, l'organisme il va corriger ces mutations au fur et à mesure. Et donc, normalement, le fait que la cellule, une fois fabriquée, est une anomalie est vraiment très faible. Ça peut arriver malheureusement qu'il y a une cellule qui passe à travers les mailles du filet et c'est à ce moment-là qu'il va avoir le développement. Et en fait ça peut être engendré encore plus par des facteurs environnementaux. Quand on parle du cancer de la peau, on va parler de tout ce qui est l'exposition aux UV. Quand on va parler du cancer des poumons, on va voir qu'il y a des prédispositions au niveau de la fumée de cigarette par exemple, et qui est également vrai pour les animaux. Les animaux aussi sont des fumeurs passifs comme nous. Donc en fait c'est tous les facteurs environnementaux extérieurs qui sont même pareils pour l'humain qui peuvent toucher les animaux et favoriser l'apparition de cancer. Ok, très bien. Là, du coup, tu as parlé de l'environnement. Et est-ce qu'au niveau de l'âge, ça peut jouer chez un chien, le cancer ?
Alors, la majorité des cancers, c'est comme chez nous, c'est plus on vieillit, parce que plus on vieillit, plus le risque que les mutations passent à travers les mailles du filet augmente. Donc souvent, c'est sur des animaux qui sont plutôt âgés. On va considérer un chat âgé, par exemple, aux alentours de 9 ans, et un chien âgé aux alentours de 7-8 ans. C'est à partir de ce moment-là que le risque peut augmenter. Après, il y a des tumeurs qui arrivent à tout âge, hein. Ce sont, comme je disais tout à l'heure, les lymphomes, les leucémies, c'est des modifications au niveau des globules blancs, donc des cellules immunitaires, et ça peut arriver à n'importe quel âge de l'animal. Ok, d'accord. Et en termes de mode de vie, donc tu as parlé de l'environnement, mais en général, le mode de vie, par ce qui est l'environnement, mais aussi l'alimentation, est-ce que ça peut jouer pour le cancer? Alors oui, ça peut jouer dans le sens où une mauvaise alimentation, dans tous les cas, ça peut créer des problèmes de santé beaucoup plus précoces, pardon. Donc oui, ça peut jouer un rôle, certes moins dans une moindre mesure que d'autres maladies, ou certainement on fera d'autres podcasts sur le diabète, où ça c'est vraiment des prédispositions au niveau de l'alimentation, mais en tout cas l'alimentation a un rôle dans toutes les maladies. Ok. Et une fois qu'on a mis les mots sur ce problème, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment on peut savoir que notre chien a ce genre de problème, quels sont les dépistages derrière tout ça? Alors, le cancer, c'est une maladie très particulière parce qu'en fait, c'est une maladie qui est. Enfin, c'est une maladie, c'est un ensemble de maladies qui est polymorphe. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a autant de types de cancer que de types de tissus et encore plus. Donc en fait, savoir précisément ce qu'a un animal s'il ne montre pas de signes cliniques, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est important de surveiller, c'est qu'on n'a pas de comportement anormal chez son animal, surtout quand il vieillit. Par exemple, ça va être un animal qui a tendance à beaucoup perdre de poids alors qu'on n'a pas forcément changé l'alimentation. Un animal qui va d'un coup faire plus pipi, qui va boire plus, qui d'un coup va avoir des vomissements de manière chronique. Normalement, alors, les chiens ne vomissent pas de manière générale, mais si un chat, par exemple, vomit une fois par mois, on ne s'inquiète pas, mais si ça commence à être plus souvent, on commence à s'inquiéter. Des animaux qui ont la diarrhée de manière fréquente, enfin tous les signes cliniques qu'on peut voir à la maison. Ça va engendrer ensuite une consultation chez le vétérinaire, et là on va pouvoir faire un examen clinique un peu plus poussé. Donc il y a des signes qu'on peut observer, par exemple la palpation abdominale, souvent on peut sentir des masses ou des petits ganglions qui sont un peu plus gonflés, qui peuvent nous indiquer que il y a peut-être une anomalie. Alors il ne faut pas tout de suite se jeter sur le cancer, hein, ça peut être tout à fait aussi des inflammations, mais en fait toute petite masse, toute modification anormale au niveau de la palpation peut nous indiquer qu'il y a possiblement un cancer qui se développe quand on parle au niveau digestif. Après, il va y avoir d'autres signes. Si on parle par exemple des tumeurs cérébrales, là, il va plus avoir des signes neurologiques. Donc, par la suite, il faudra faire des examens complémentaires, que ce soit donc des radiographies si on suspecte une masse abdominale, une radiographie, une échographie abdominale, ça peut être très bien dans un premier temps. Et si on suspecte plutôt quelque chose de cérébral, par exemple, de faire un IRM ou un scanner en fonction de la localisation, ça peut être aussi très intéressant. Souvent, les bilans sanguins, pour le coup, sont très peu indicatifs d'un cancer. On n'a pas de marqueur qu'on peut doser pour nous dire ça y est, c'est sûr qu'on a un cancer. Par contre, si on a un vieux chat qui commence à avoir une insuffisance rénale, il faudra toujours se poser la question si cette insuffisance rénale elle est juste liée à l'âge du chat par exemple, ou alors si on a des anomalies. Donc comme on parlait tout à l'heure des lymphomes, les chats font souvent des lymphomes au niveau rénal. Donc en fait ça va être une association entre l'échographie abdominale qui va nous montrer on a des reins qui sont un peu déformés, ils ont une structure anormale, et la prise de sang qui va montrer que des reins par exemple fonctionnent pas bien. Donc c'est vraiment un ensemble d'examens complémentaires et surtout la clinique. Le plus important, c'est vraiment le propriétaire à la maison qui remarque dès qu'il y a un changement de comportement. Okay, voilà. Et est-ce que toi, du coup, t'en vois beaucoup des cas, on va dire, les plus graves pour les chiens, ou est-ce que en général, ça reste, j'ai pas envie de dire simple, mais simple à soigner au quotidien, ou comment ça se passe à ta clinique? Est-ce que tu en as déjà vu beaucoup? Alors, le cancer, c'est pas une maladie simple à soigner. Ça va vraiment, comme je disais tout à l'heure, dépendre du type de cancer. On parlait des tumeurs bénignes tout à l'heure. Les tumeurs bénignes de la peau, c'est par exemple des lipomes, c'est des masses de graisse qu'on peut facilement retirer, qu'on retire même pas forcément parce qu'on sait qu'il n'y a pas de conséquences pour l'animal par derrière. Par contre, après, on peut avoir on a plein d'animaux qui commencent à vieillir et pas forcément, qui vont avoir des anomalies cliniques. Là, on peut avoir par exemple une masse abdominale, souvent c'est lié au tube digestif. Si on arrive à retirer la masse abdominale complète, il faudra l'envoyer en analyse, savoir le type de tumeur que c'est. Et en fonction, on va partir, comme en humaine, dans des protocoles de chimiothérapie ou de radiothérapie. Si les propriétaires sont motivés, bien évidemment, ce n'est pas une obligation.
de partir dans ces protocoles-là. Donc là, c'est quand c'est des cas entre guillemets un peu faciles où on a une masse déterminée et on peut retirer la masse, l'envoyer au laboratoire et savoir un peu ce que c'est. Il y a d'autres tumeurs et cancers de manière générale qui sont diffus, qui sont généralisés, notamment le fait que par exemple on peut avoir des tumeurs qui vont métastaser. On parlait de l'octobre rose et des tumeurs mammaires, j'en parlais tout à l'heure. Les tumeurs mammaires, en fait, on a quand même pas mal de ces tumeurs qui vont métastaser au niveau des pulmonaires. Alors métastaser, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, la tumeur principale, elle va relarguer des petites cellules anormales dans le sang et elles vont finir par aller à d'autres endroits du corps. Là, ça devient vraiment plus problématique pour le soigner parce que c'est ce qu'on appelle un cancer généralisé, tout simplement. Ça va toucher d'autres zones et en fonction des zones atteintes, ça va être plus ou moins mauvais pour la santé de l'animal et pour son pronostic vital. Les tumeurs mammaires, comme je disais, elles métastasent facilement aux poumons, donc elles vont provoquer des troubles de la respiration, que ce soit de la toux dans les cas un peu faciles, jusqu'à de l'épanchement pulmonaire, des difficultés respiratoires et ça peut provoquer des arrêts respiratoires dans de graves cas. Donc les tumeurs, en fait, c'est vraiment le cancer de manière générale, c'est malin, comme on le disait. Donc souvent, c'est quand même très compliqué à soigner, sauf si c'est vraiment localisé à un endroit précis et qu'on peut la retirer facilement. Et par la suite, faire des bilans d'extension, vérifier qu'il n'y a pas d'autres masses ailleurs. Et si on est tranquille, on fait les traitements et on peut être en rémission, comme en médecine humaine. Si c'est plutôt généralisé, diffus, ça va être beaucoup plus compliqué à soigner. Le pronostic est quand même beaucoup plus sombre, c'est comme pour nous. Il existe quand même des chimiothérapies, radiothérapies qui peuvent aider à soulager les anomalies, mais ça peut rester problématique parfois. D'accord. Et sinon, quand le chien a été... Donc tu m'as dit, c'était comment ça s'appelait? Parce qu'il n'est pas soigné, mais... En rémission. En rémission. Quand Ouais. il est en rémission, ça peut réitérer comme les humains? C'est-à-dire qu'il a un risque derrière de avoir un cancer ou pas du tout? Oui, en fait, en rémission, c'est que le cancer pour lequel on l'a soigné, si on a réussi à le retirer complètement, on n'a pas d'autres cellules tumorales ou cancéreuses qu'on a remarquées par derrière, mais c'est pas impossible que malheureusement ça revienne, surtout si on a les métastases, elles peuvent être de différentes tailles, on peut avoir des grosses métastases ou des toutes petites, et il suffit qu'on est passé à côté d'une micro-embole tumorale et ça peut reflamber par derrière, en effet. Et toi, au quotidien, du coup, tu vois... C'est lequel que tu vois le plus chez les chiens de cancer? Mammaire, pulmonaire Ça va dépendre. Ça va dépendre de la race de l'animal. Il y a un gros facteur de prédisposition raciale qui va jouer derrière. Par exemple, si on parle du Terre-Neuve, par exemple, ils sont très prédisposés à ce qu'on appelle des sarcomes histiocytaires. On va prendre le bulldog, il va être prédisposé au gliome au niveau cérébral. En fait, chaque race va avoir son cancer prédisposé. De manière générale, les tumeurs qui restent quand même assez fréquentes, que ce soit chez le chien ou chez le chat, ça va être le lymphome. Donc, comme je disais tout à l'heure, une tumeur des globules blancs. Des lymphomes, on a de tout type. On a des lymphomes qui sont multicentriques, des lymphomes qui sont respiratoires. Vu qu'en fait, les globules blancs, ils passent à travers tout l'organisme, ils peuvent être un petit peu plus fréquents, un peu partout en place. Par exemple, chez le chat, c'est le lymphome multicentrique qui va être le plus fréquent. Les lymphomes digestifs aussi sont assez fréquents. Chez le chien, on a un peu de tout. C'est plutôt du 50-50. Okay. Et tu parlais un peu tout à l'heure de comment se traite ce cancer. Donc il y a de la chimiothérapie et comment ça se passe pour un chien pour que les gens un peu savent si malheureusement ils sont amenés à faire ce genre de choses. Comment ça se passe au quotidien? Parce que du coup, je suppose qu'il y a tout qui part avec. Il faut gérer l'alimentation. Est-ce que c'est un peu comme les humains, la chimiothérapie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les animaux, ils sont beaucoup plus résistants à la chimiothérapie que les humains. Les animaux ne perdent pas leur poil pendant la chimiothérapie, ce qui est quand même déjà une chose qu'on pourrait dire se passe pareil pour les humains. Mais ils sont beaucoup plus tolérants au niveau de cette chimiothérapie. Après, la chimiothérapie pour les animaux est différente dans le sens où souvent, c'est des protocoles qu'on fait en intraveineuse. Donc en fait on injecte les médicaments dans les veines, sauf qu'en fait quand on injecte ce type de produit, c'est ce qu'on appelle des médicaments qui sont cytotoxiques, c'est-à-dire qu'ils vont souvent la majorité du temps détruire les cellules cancéreuses, sauf que malheureusement souvent ils sont pas spécifiques de ces cellules-là, ils peuvent détruire d'autres cellules. C'est pour ça que les humains perdent leurs cheveux, en fait c'est parce que on détruit d'autres cellules qui sont saines mais on ne peut pas faire autrement. Et en fait le problème avec la chimiothérapie pour les animaux, c'est que en fait
tous les déchets de l'animal vont être toxiques, c'est-à-dire les urines, c'est-à-dire les excréments de manière générale. Et donc en fait, il faudra ils ont un traitement spécifique des déchets. Et souvent, du coup, selon les protocoles, on est amené à hospitaliser son animal chez le vétérinaire. Et c'est le vétérinaire qui fait les soins. Et une fois que la séance de chimiothérapie, l'animal peut rentrer à la maison. La radiothérapie, différemment que pour nous, les animaux bougent, donc la radiothérapie, on ne peut pas la faire de manière vigile chez les animaux, on est toujours obligé de les endormir dans la majorité du temps pour éviter qu'ils bougent. Donc voilà, c'est des protocoles sous anesthésie pour la radiothérapie. Il y a tout l'à côté aussi qui va jouer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contrôles sanguins assez réguliers. Comme je disais, c'est cytotoxique, donc ça peut tuer des cellules qui sont bonnes pour l'organisme, donc on est obligé de vérifier qu'elles fonctionnent encore correctement les autres. Il faut aussi adapter l'alimentation dans une moindre mesure, mais être sûr qu'il n'attrape pas une maladie secondairement à sa chimiothérapie, parce que comme pour nous, on a une baisse d'immunité lors de la chimiothérapie et on peut avoir donc des problèmes de santé plus fréquents, on est plus sensible aux maladies de manière générale. Donc une bonne alimentation, c'est super important pour renforcer le système immunitaire également. Puis la gestion des maladies, puisque souvent c'est des vieux animaux, donc il faut vraiment une alimentation qui est adaptée à l'âge des animaux pour éviter par exemple les calculs urinaires, les calculs rénaux qui sont fréquents si l'alimentation n'est pas adaptée. Donc oui, l'alimentation a une part ultra importante là-dedans. Et après, ça va être beaucoup des soins qui sont à faire en clinique. La chimiothérapie, c'est pas encore super démocratisé dans le milieu vétérinaire. Il n'y a pas encore beaucoup de vétérinaires qui le font parce que c'est quand même des gros protocoles pour l'animal, pour les gens, c'est comme quelque chose de lourd. Et pour le vétérinaire aussi, il y a toute une législation. Derrière ça, on peut pas faire la chimiothérapie comme on ferait de la magie noire, j'ai envie de dire. C'est tout très très régulé. Et donc il y a peu de centres, par exemple nous on est à Lille ici, il y a des centres qui sont spécialisés là-dedans, mais c'est pas partout pareil en France. Il y a des endroits où il n'y a pas forcément de centre. Il y a quelques vétérinaires généralistes qui font les protocoles, j'ai envie de dire, de base, puisqu'il y a des tumeurs qui sont fréquentes, comme on disait tout à l'heure. Donc en fait il y a des protocoles qui ont été étudiés par des laboratoires et qui ont été mis en place. Donc il y a quelques vétérinaires généralistes qui peuvent les proposer, mais c'est pas non plus très répandu. Donc ça, c'est vraiment si on fait le traitement curatif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire radiothérapie, chimiothérapie. Forcément, il y a des propriétaires qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans parce que c'est vrai que, il y a certaines tumeurs où en fait le pronostic il va passer de 3 mois à 8 mois. Il y a des gens qui vont être super motivés pour le faire, d'autres qui vont se dire je préfère passer les 3 derniers mois avec mon animal que de l'enfermer 8 mois chez le vétérinaire, faire des séances de chimiothérapie. Et après, on va voir tout ce qui peut être protocole un peu en soins palliatifs. Là, c'est plus des traitements qui visent à apporter du confort et du bien-être à l'animal, mais aussi au propriétaire, pour pas que il voie son animal dépérir à la maison. Et donc on peut faire des protocoles sans chimiothérapie, mais avec des antidouleurs. On peut mettre aussi des anti-inflammatoires qui permettent de limiter les réactions tumorales, puisqu'il y a beaucoup de tumeurs qui sont immunosuppressives, des tumeurs qui sont immunitaires, qui sont immunitaires, et donc on met des traitements immunosuppresseurs. Ok, D'accord. Ok. Et du coup, après, son animal, il peut avoir une vie comme un autre chien, c'est-à-dire il peut toujours sortir, ou alors là, on va déconseiller ou faire attention à plus de choses pendant les balades ou ce genre de choses, ou pas du tout, on peut faire comme d'habitude. Alors, l'animal sera beaucoup plus faible, parce que même s'ils sont plus résistants à la chimiothérapie que nous, ils vont être quand même beaucoup plus affaiblis. Donc, oui, on va les sortir. Enfin, il ne faut pas trop changer le quotidien, parce que l'animal va s'en rendre compte aussi très rapidement. L'animal ne se rend pas compte qu'il est malade, mais par contre, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement de son propriétaire. Et pour l'animal, il va se dire, tiens, j'ai fait quelque chose de mal, alors que pas forcément. Donc c'est important de garder quand même son équilibre de vie, de continuer les balades, mais il faudra être beaucoup plus attentif aux problèmes de santé, bien vacciner son animal, selon les protocoles de chimiothérapie mis en place, bien vacciner son animal, bien respecter pour éviter qu'il y ait des complications, en fait, justement. Okay. Mais il n'y a pas de réglementation, on peut le sortir comme avant. Ok. Et pour finir cet épisode, est-ce que tu as des conseils à donner ou si les gens ont des questions aussi derrière, s'ils ont des questions après ce podcast ou même pour leur propre questionnement en général. Il faut savoir que même si le vétérinaire, ça reste le pilier de la santé de l'animal, le propriétaire, il a quand même une part très importante dans l'observation de son animal au quotidien. C'est important de regarder son animal, de connaître son comportement, ses habitudes. Un animal, c'est quand même
assez cadré là-dessus, il prend des habitudes au fur et à mesure. Et le fait que, par exemple, tiens, c'est bizarre, avant il mangeait ses croquettes, maintenant il mange plus de croquettes, ou tiens, il est quand même plus essoufflé, ou oh, bah tiens, j'ai senti une masse sur sa mamelle. Ça, c'est des choses que nous, on peut pas le voir au quotidien parce qu'on voit pas les gens tous les jours, mais ça doit amener un rendez-vous, et plus c'est pris à temps, enfin, si même on tend une toute petite masse sur la mamelle, ben, si on la retire tout de suite, il y aura beaucoup moins de risques de métastase que se dire, bah, je vais attendre quelques jours. Enfin, faut pas oublier que les animaux, ils sont malades comme nous, et nous, quand on est malade, on prend très rapidement rendez-vous chez le médecin. Pour les animaux, c'est pareil. Quand ils sont jeunes et qu'ils font des bêtises, et par exemple, il y a peut-être des fois où bon, il a mangé une petite saleté dans la rue et qu'il est un peu malade, bon, ça va, mais sur un animal qui commence à vieillir, il faut faire beaucoup plus attention. Donc ça va être une chose qui est très importante, et pas hésiter à poser des questions à son vétérinaire. Et nous, ce qu'on recommande à la clinique, justement, c'est arrivé à un certain âge, c'est de faire des prises de sang qu'on appelle seniors. C'est un bilan sanguin qu'on fait une fois par an. Alors je disais tout à l'heure, certes, qu'on ne voit pas forcément les anomalies tumorales à la prise de sang, mais on peut voir des dysfonctionnements au niveau des paramètres. Là, j'ai eu un cas récemment à la clinique où c'était le rappel de vaccin d'un animal, et en fait, la dame voulait faire une prise de sang pour vérifier, et en fait on s'est rendu compte qu'il avait un problème hépatique, et donc en fait on a pu le prendre en charge plus rapidement en faisant une échographie abdominale, des prélèvements du foie, pour être sûr de voir s'il n'y avait pas d'anomalie derrière. Et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Ok, très bien. Je crois que tu nous avais ramené un petit livre pour que les gens, s'ils ont des questions aussi, je vois après, si tu peux en parler, j'ai vu que tu l'avais ramené. J'ai juste tous mes petits qu'il y a dedans. C'est un petit livre qui est sorti cette année et qui s'appelle Mon animal a un cancer. Donc c'est 100 questions sur mon animal a un cancer, c'est des éditions Poulot, et c'est pour toutes les questions qu'on peut se poser au quotidien sur le cancer quand un animal a un cancer. Alors, un cancer, c'est pas une fatalité, il y en a qui se soignent, même si c'est dans très rare cas, il y en a qui se soignent quand même. Donc il ne faut pas désespérer à l'annonce d'un pronostic. Donc c'est important, de la lecture facile que vous pouvez faire à la maison. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais en tout cas, merci beaucoup. Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est s'il y a des questions, d'en parler à son vétérinaire traitant. Et pas rester avec des questions. Et surtout, il n'y a pas de questions bêtes. Enfin, c'est normal de ne pas savoir. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier épisode. On te reverra sûrement pour un autre sujet un peu plus gai et joyeux. Ça marche. Mais merci beaucoup. Avec et plaisir. À bientôt sur Chronotalk. À bientôt.